Je vous propose une synthèse des travaux de recherche opérés par Yannick Bleu, qui a soutenu sa thèse de doctorat le 9 octobre 2020 à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, une collaboration entre le laboratoire Hubert-Curien de l'UJM et le laboratoire Georges Friedel de l'École des Mines de Saint-Étienne. Le sujet concerne la synthèse de graphène et de graphène dopé par ablation laser pulsée, Pulse Laser Deposition. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des recherches sur les matériaux à base de graphène, c'est-à-dire des matériaux qui peuvent contenir quelques couches, on va dire jusqu'à une petite dizaine de monolayers de graphène, pouvant intégrer des défauts et pouvant contenir des éléments de dopage ou d'alliage, suivant la concentration, notamment l'azote, le bore et d'autres. Il s'agit donc comme défi de contrôler la synthèse et la caractérisation nanostructurale de ces Graphene and Related Materials à partir d'une technique PVD particulière qui est la PLD. Il existe de nombreuses voies de synthèse de ces matériaux à base de graphène, incluant l'exfoliation mécanique, l'exfoliation en phase liquide, la croissance épitaxiale à partir de carbure de silicium, mais surtout les procédés CVD en présence de catalyseurs et dans une bien moindre mesure les procédés PVD, c'est-à-dire une source de carbone solide sous la forme d'une couche mince qui, en présence de catalyseurs, peut conduire à la formation de matériaux à base graphène. À partir d'une sélection sur Web of Science d'environ 15 000 publications, eh bien, nous constatons que la part principale de publications sur le graphène revient au procédé CVD, ce qui n'est pas très étonnant, mais paradoxalement, très peu de publications font appel aux techniques PVD. Ces techniques PVD présentent les caractéristiques suivantes. Le précurseur n'est pas gazeux, mais un film de carbone solide, de type DLC par exemple. Il y a une possibilité de contrôler très finement l'épaisseur, donc la quantité de matière initiale sous la forme de ce film mince, de contrôler également la concentration en dopant ou en éléments d'alliage, et d'une manière générale, les procédés PVD peuvent conduire à du graphène à partir de températures qui sont globalement significativement inférieures à la plupart des températures que l'on rencontre traditionnellement en CVD, même si des publications récentes montrent que le CVD peut être effectué à des températures sensiblement plus basses que les 1000 degrés, on va dire, habituels. Lorsque l'on examine la synthèse de matériaux à base de graphène par les techniques PVD, on constate qu'il y a trois étapes incontournables. La première, c'est la synthèse du film de carbone par différentes techniques PVD, dont la PLD. C'est à ce stade que l'on peut contrôler l'incorporation de dopants ou d'éléments d'alliage. La synthèse du film métallique, qui joue le rôle de catalyseur, en général nickel, cuivre ou cobalt, avec bien sûr des variations de solubilité et de diffusion du carbone en fonction de ce métal. On notera que, en fonction des publications, on peut rencontrer l'ordre d'empilement indifférent entre le catalyseur et la couche carbone. Et les travaux qui comparent les deux montrent que le résultat final en termes de graphène n'est pas significativement différent. Ensuite, il y a l'étape de traitement thermique qui peut se faire soit après la synthèse de cet empilement de deux couches, soit pendant, si jamais on termine par la couche de carbone amorphe, avec des températures, des rampes de température très variables, à partir desquelles vont dépendre les caractéristiques du matériau graphène. Enfin, une option de transfert peut être envisagée si on doit déposer le graphène sur un autre substrat pour des besoins d'analyse, par exemple. Les travaux que je vous présente sont relatifs à la synthèse de matériaux à base graphène et graphène dopé à partir d'un précurseur carboné élaboré par ablation laser pulsée. Dans notre laboratoire, nous avons une tradition depuis une bonne vingtaine d'années sur la synthèse de DLC et de DLC dopé, qui sont donc précurseurs, moyennant traitement thermique, de matériaux à base graphène. Nous avons depuis 2014 un certain nombre de publications sur ces graphènes obtenus à partir de couches DLC.
Schématiquement, le principe consiste à focaliser un faisceau laser, femtoseconde ou nanoseconde, un laser pulsé, dont on contrôle la longueur d'onde, la durée d'impulsion, la densité d'énergie et le nombre de pulses. Faisceau focalisé sur une cible sous vide, une cible de graphite, à partir de laquelle se développe un plasma d'ablation déposant des espèces carbonées sur le substrat. Donc on peut naturellement effectuer un dépôt de DLC pur, mais on peut aussi faire de la PLD réactive en contrôlant la pression partielle d'azote pour faire un DLC dopé à l'azote, ou en faisant une coablation alternée avec une cible de bore de façon à déposer un DLC dopé au bore qui pourra ensuite être converti en graphène dopé bore. On a donc une très grande versatilité du procédé, notamment en vue de contrôler la teneur en azote, en bore, en dopant dans le DLC et finalement dans le graphène. S'en suivra l'étape de traitement thermique qui, pour ces travaux, aujourd'hui, ont été faits post-déposition dans une enceinte de RTA, Rapid Thermal Annealing, sous vide, entre 300 et 1000 degrés. Le premier objectif scientifique que nous avons cherché à atteindre est de comprendre le mécanisme de croissance à partir d'une source de carbone solide en présence d'un catalyseur nickel. Nous avons donc utilisé l'empilement que vous avez sur la gauche avec un DLC dopé à l'azote et nous avons effectué des analyses essentiellement Raman et XPS pour caractériser les matériaux. Alors, ce que l'on constate, c'est que si l'on chauffe assez bas, par exemple 300 degrés, eh bien, la bande 2D caractéristique du graphène est encore vraiment très embryonnaire, mais quelque chose est en train de se former par diffusion du carbone à travers le nickel, et à 500 degrés, l'analyse Raman conduit à une bande 2D non négligeable, à une bande D caractérisant les défauts pas très élevés, et le mapping Raman conduit à observer une certaine homogénéité relative de la couche. Nous avons donc formé quelques couches, un few layer graphène, à 500 degrés. Nous constatons par ailleurs qu'à 300 et 500 degrés, nous avons une recristallisation du film de nickel, alors qu'il était très nanocristallin de par son procédé d'élaboration initial, avec une orientation préférentielle 1-1-1, qui est une orientation relativement intéressante pour la synthèse de graphène. Afin d'approfondir le mécanisme de croissance des couches de graphène à partir du précurseur carboné solide à travers le catalyseur métallique, nous avons chauffé, élaboré le graphène entre 200 et 500 degrés à l'intérieur même du spectromètre XPS en effectuant des acquisitions, des snapshots, des acquisitions du signal carbone 1S au cours du traitement thermique à 3 températures en fonction du temps. Nous avons basé nos interprétations de pic C1S sur la base de la littérature, en particulier les déplacements chimiques publiés par WeatherUp sur le sujet. 2 contributions, on va dire, graphéniques, en orange, le carbone sp2 caractéristique du graphène, en violet, le Cb caractéristique du carbone défectueux, notamment en bordure des clusters graphéniques. Et 2 contributions relatives au carbone qui diffuse dans le nickel sous forme de dissous en gris et sous la forme de carbide qui va rapidement carbure de nickel qui va rapidement se décomposer à 500 degrés pour alimenter le carbone dissous. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a une diffusion assez lente dès 200 degrés des différentes contributions. C'est fortement lié à la structure extrêmement fine nanocristalline du catalyseur nickel avant qu'il recristallise à des températures plus élevées, notamment 300 et surtout 500 degrés. Nous constatons une quantité de carbone dissous dans le nickel de l'ordre de 7% à 500 degrés, ce qui est très élevé par rapport à la solubilité du carbone dans le nickel à cette température. Nous avons repris cet élément par des modélisations que je n'ai malheureusement pas le temps de développer ici, mais qui est présentée dans la publication Carbone 2019, avec comme premier auteur Yannick Bleu. L'ensemble de ces résultats XPS peut être mis en valeur à travers cette courbe qui donne, en fonction de la quantité de carbone dissous
détectés par XPS, évidemment c'est relatif au premier nanomètre de la couche de nickel, qui donne l'évolution en fait de la qualité du graphène à travers le ratio entre le C graphénique et le C défectueux du graphène en ordonnée. On constate globalement 3 régimes si l'on aligne l'ensemble des points aux 3 températures. En dessous de 2% de carbone dissous, on n'a pas fait suffisamment de carbone pour faire un film de graphène continu. On a donc quelques monocouches de graphène avec une prédominance du carbone défectueux. Entre 2 et 4% de carbone dissous dans le nickel, on a une formation progressive de carbone bicouche, globalement. Et au-dessus de 4%, eh bien, on a tendance à poursuivre l'homogénéisation en surface du graphène, quitte à avoir un nombre de couches de graphène qui dépasse 2, de l'ordre de 4-5 environ. Comme je l'ai dit, une modélisation à partir de la loi de Fick a été effectuée et les résultats sont présentés dans la publication citée en bas de la diapositive. Je vous invite donc à découvrir cette publication si vous souhaitez plus de détails sur cette modélisation. Donc si l'on retient les principaux résultats de cette investigation, le film carboné précurseur fournit, si j'ose dire, du carbone dissous en solution solide dans le nickel qui diffuse en fonction de la température, carbone qui vient ségréger en extrême surface pour former du graphène relativement homogène et de qualité correcte à 500 degrés. La croissance du graphène est naturellement pilotée par la concentration en carbone dissous dans le nickel. Et à noter que nous avons mis en évidence l'évolution, la dépendance en quelque sorte de la qualité du graphène et des conditions d'élaboration du graphène avec l'évolution même du catalyseur nickel en fonction de la température, puisque d'un état très nanocristallin au départ, eh bien, le nickel recristallise sous forme de grains plus gros, ce qui affecte évidemment les paramètres de diffusion et de solubilité du carbone au cours du traitement thermique aboutissant à la synthèse du graphène. Partant du mécanisme de croissance du graphène que nous avons quelque peu élucidé, nous avons tenté ici d'optimiser la qualité, le nombre de couches de graphène à partir du procédé PLD. Donc la première opération consiste à étudier l'influence de l'épaisseur initiale de la couche de carbone entre 1 et 20 nanomètres pour une épaisseur de nickel donnée et des conditions thermiques données. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails expérimentaux publiés dans Matkenfis 2019, mais globalement, le meilleur, si j'ose dire, graphène obtenu, le graphène bilayer avec la quantité de défaut la plus basse, a été obtenu à partir d'un film de carbone amorphe de 2 nanomètres et un traitement thermique à 900 degrés, soit une surface de couverture du bilayer de l'ordre de 89%. Cette diapositive illustre quelques résultats relatifs à cet échantillon, dont une cartographie Raman de 100 par 100 microns, ce qui fait à peu près une journée d'acquisition, où l'on constate la répartition de D sur G avec quelques specs caractéristiques mono, bi, trilayer et une statistique de répartition des différentes couches de graphène. Une analyse par transmittance met en évidence entre le bilayer graphène sur SiO2 et le substrat SiO2 une différence de 6% attribuable au bilayer graphène, ce qui correspond effectivement aux propriétés optiques à 550 nanomètres relatives à une couche de graphène bilayer. La couche de DLC ayant été fixée à 2 nanomètres, il était intéressant d'étudier l'influence de l'épaisseur de nickel, 25, 50, 150 nanomètres à 900 degrés, le choix de ces épaisseurs étant dicté à partir de la littérature sur des considérations de temps de diffusion à ces températures du carbone dans une certaine épaisseur de nickel. Donc schématiquement, les meilleurs résultats ont été obtenus pour une épaisseur de nickel de 50 nanomètres. Si l'épaisseur nickel est inférieure, on a trop de graphène qui ségrège en surface. Si au contraire le nickel est plus épais, eh bien on a plus assez de carbone qui ségrège en graphène en surface, le carbone restant en quelque sorte enfermé dans le nickel, ou alors il faudrait des temps de diffusion beaucoup plus longs. L'échantillon devenant transparent à 900 degrés, il était légitime de s'interroger sur le devenir du nickel. En fait, il est très connu
une couche de quelques dizaines de nanomètres de nickel autour de 900 degrés démouille, ce que nous avons mis en évidence pour le nickel pur sur les 3 images du haut, et en présence de carbone diffusant dans le nickel sur les 3 images du bas. Le résultat essentiel, c'est que en présence de carbone, la taille, l'espacement et le taux de couverture des particules de nickel diminuent à 900 degrés par rapport à l'absence de carbone. Ce résultat est conforme à ce que Diarra et al. Ont publié dans PhysRev Letters en 2012, à savoir que le carbone favorise le démouillage du nickel, ce qui est une bonne direction par rapport à la synthèse du graphène. Cette diapositive fait loupe sur l'échantillon, on va dire le meilleur de la série, avec les cartographies ID sur IG, I2D sur G, la statistique de répartition mono, bi-trilayer et plus à partir de ces ramants mapping et quelques exemples de spectres ramants caractéristiques pour chacune de ces familles d'empilement de couches graphéniques. Alors, il est possible d'éliminer les particules résiduelles de nickel par un simple traitement acide FeCl3. C'est ce qui est mis en évidence par les images MEB SONDX présentées sur la partie gauche. Le traitement FeCl3 n'affecte pas la qualité du graphène tel que constaté par Raman mapping avec la cartographie 2D sur G, ainsi que des analyses par microscopie électronique en transmission à haute résolution, montrant par exemple une zone bicouche et une zone monocouche de graphène. Cette diapositive résume un petit peu l'ensemble du processus que nous avons décrit précédemment. Lorsque le traitement thermique fait son effet, eh bien, que la couche soit à l'interface SiO2 nickel ou en surface du nickel, on constate que nous avons une diffusion du carbone et une ségrégation d'interface et de surface du carbone sous forme d'îlots d'amas graphéniques. La haute température autour de 900 degrés conduit à un démouillage progressif par des effets connus de diffusion de surface du graphène, formation de trous, formation de nanoparticules, ou particules de taille submicronique, on va dire, elles-mêmes enrobées en quelque sorte de graphène, et ceci sur l'ensemble de leur surface, y compris à l'interface entre ces particules et le substrat. Tant et si bien qu'en présence d'un traitement acide, simplement tremper l'échantillon dans la solution de FeCl3, eh bien on peut éliminer ces particules de nickel et obtenir une surface de SiO2, puisque c'est notre substrat ici, qui contient le film avec une prédominance graphénique de couches et une qualité en termes de défaut que l'on peut quantifier par la spectrométrie Raman. On notera qu'on peut faire ce type de dépôt sur un substrat silicium, nous l'avons montré dans une autre publication référencée au début, Journal of Raman Spectroscopy, Yannick Bleu 2019, mais en présence de silicium, même s'il y a une petite couche de SiO2 de passivation, eh bien le nickel réagit avec le silicium pour former des siliciures de nickel, et cela altère fondamentalement la qualité du graphène obtenu. On se rend donc compte que la nature même du substrat peut influencer la qualité du graphène obtenu. Avec la silice, nous n'avons pas observé ce phénomène de siliciure de nickel, ce qui conduit au résultat que je vous ai présenté. Enfin, nous avons exploré la capacité de la coablation carbone-bore de pouvoir élaborer des graphènes dopés ou alliés au bore. Alors, pourquoi le bore? La littérature décrit l'intérêt du dopage bore pour contrôler les propriétés électroniques du graphène en maintenant une structure planaire avec des liaisons BC relativement fortes et un réseau relativement peu contraint, donc une forme de préservation des propriétés mécaniques. Alors, à notre connaissance, ce que nous avons publié dans Applied Surface Science l'an dernier constituerait la première réalisation de graphène dopé au bore par ablation laser pulsée. L'élaboration comporte les étapes habituelles de notre procédé, c'est-à-dire le dépôt de nickel, ici réalisé par évaporation thermique à hauteur de 50 nanomètres, puis une coablation graphite-bore alternée de façon à avoir une sorte d'approche de type chimie combinatoire pour vraiment mélanger
le carbone et le bore à l'intérieur d'une couche relativement fine, hein, et formant ainsi un DLC dopé bore finalement, matériau qui sera ensuite recuit par traitement RTA à 900 degrés, nous gardons les conditions idéales décrites précédemment, de façon à former une surface peuplée de graphène dopé bore et de nos fameux nodules de nickel que l'on peut éliminer par traitement acide. L'analyse XPS permet d'une part de quantifier le bore dans le précurseur ACB et dans le graphène dopé bore obtenu par traitement thermique. On constate une diminution systématique de la quantité de bore après traitement thermique, ce qui peut s'expliquer par une partie du bore qui peut sans doute diffuser dans le nickel et qui ne reségrège pas en surface. Néanmoins, cette perte semble assez systématique, ce qui permet un relatif contrôle de la teneur finale en bore. Nous observons par ailleurs les différentes contributions chimiques, notamment les liaisons BC3, BC2O et BCO2, qui sont déjà observées sur les graphènes dopé bore obtenus par CVD, ce qui confirme la possibilité, à partir d'un précurseur ACB, d'obtenir du bore en substitution du carbone dans le réseau graphénique. La caractérisation Raman a permis de suivre assez finement l'évolution du pic D sur des ratios D sur G et par la relation de Twins-Strunk-Koenig en déduire la longueur de corrélation LA des amas graphéniques, ainsi que notamment la position de la bande de D, la position de la bande G, la largeur à mi-hauteur de la bande de D, qui est très caractéristique du nombre de couches de graphène. Cela conduit donc aux évolutions que vous avez sur les trois graphiques de gauche, avec des exemples types de spectre Raman du graphène en partant du bas, du graphène dopé bore à 1% et dopé bore à 2,5%. Donc on constate que plus la teneur en bore augmente, plus la quantité de défauts dans le graphène augmente, et plus également la formation de nombre de couches de graphène semble en quelque sorte affectée par la présence de bore, même à ces faibles teneurs, puisqu'on constate une diminution du ratio 2D sur G, si la teneur en bore augmente, de même qu'un léger décalage, qui par ailleurs est assez connu, des bandes G et de D lorsque l'on dope au bore. Voilà, ces caractérisations vont nous permettre de corréler les caractéristiques de ce graphène dopé bore avec une investigation de propriétés électrochimiques de ces graphènes utilisés sous forme d'électrodes. Logiquement, cela devrait être publié sous peu. Les principales conclusions de ce travail sont résumées sur cette diapositive. Capacité de la PLD combinée au RTA pour former des graphènes dopés. Identification du mécanisme de croissance par diffusion-ségrégation à des températures relativement basses. Contrôle de la qualité des graphènes obtenus par le biais de l'épaisseur de carbone, de nickel et des traitements thermiques. Et enfin, possibilité de déposer du graphène dopé bore à partir de DLC dopé bore avec un certain nombre de propriétés en cours d'évaluation. Pour des questions d'enseignement très contraints avec les crises sanitaires, je ne suis pas en capacité malheureusement de réagir en direct dans le forum. Par contre, par écrit, je peux tout à fait tenter de répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci aux organisateurs d'avoir pu planifier cet événement.